Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Hey les filles! Quoi? Vous savez pas quoi? Non! Ben, je pense qu'on est rendu à la fin de notre saison de balado. Non! C'était tellement le fun! Sniff, 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 sniff. Oui, ben, je pense que ce serait le bon temps pour faire un petit récap de nos sujets qu'on a abordés, parce qu'on a abordé pas mal de choses vraiment intéressantes. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, mes chers collègues, on a parlé du Boys Club, les attentes envers les femmes, l'humour au féminin, le pouvoir, la parité, les femmes professionnelles sans enfants, l'âgisme, le syndrome de l'imposteur, le mentorat. Alors, on a vraiment couvert beaucoup... Beau programme! Beau programme. Mais justement, ben, comme à chaque fin de projet, ce serait intéressant de faire un peu cristalliser nos acquis, qu'est-ce qu'on a appris, notre expérience, etc. Alors, pour lancer la discussion, la première question que j'aurais pour vous, c'est quels ont été les points marquants des sujets dont vous avez traité, dont vous avez été là, le leader ou que vous avez abordé. Quels sont les points marquants? Alors, Marie-Hélène, est-ce que tu voudrais commencer? Oui, absolument. Sur le sujet de l'agisme, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup parlé dans nos conversations, c'est à la fois positif et négatif. Tu sais, selon le contexte, il y en a qu'on peut utiliser l'agisme ou notre maturité ou où est-ce qu'on est dans notre carrière comme quelque chose de positif, ça nous positionne différemment dans l'organisation. Et où c'est vu comme quelque chose de négatif pour les femmes qu'on vieillit. Oups, là, c'est pas perçu de la même façon. Donc, ce qui nous amenait à réfléchir sur, les hommes, ils vivent peut-être pas l'agisme de la même façon que les femmes, puis que ce serait peut-être impertinent d'explorer sur le sujet. Mais aussi, l'importance, puis on l'a couvert aussi dans d'autres sessions, tu sais, que on a tous des biais, en fait, finalement, puis que c'est tellement important de prendre conscience de nos biais. Tu sais, on l'utilisait, les petits jeunes, les personnes... Même nous, on parlait de ça. On se régulait. Parce qu'on se disait, nous-mêmes, on l'utilisait. Fait que c'est tellement ancré d'utiliser ce genre de raccourci-là. Donc, il faut vraiment être conscient, en fait, que on en a des biais sur l'âge en général, qu'on soit un homme ou une femme, puis l'impact que ça a. Puis je te dirais, l'autre sujet qui a été abordé, c'est jeune ou vieux. En fait, il y a des biais dans les deux sens. En fait, ça va bilatéral. Il y avait beaucoup de conversations sur moi en tant que personne envers les jeunes puis leur génération et vice-versa, des jeunes qui nous regardent, nous qui sommes dans une catégorie d'âge mature. Que eux aussi avaient, tu sais, que tout le monde en fait avait des biais, ça allait dans les deux sens. Il faut être conscient de ça, puis de s'assurer que de minimiser l'impact de ça dans nos réflexions, puis dans nos décisions, dans les organisations. C'est ça que j'ai retenu de notre conversation. Oui. Candice, toi, un ou l'autre de tes sujets, qu'est-ce que... c'est vrai, j'ai un deuxième sujet, mais je vais laisser la place à tout le monde. C'est correct. Merci, Marie-Hélène. Donc, moi, j'avais le Boys Club comme premier sujet. Sujet que j'ai trouvé très intéressant, puis les conversations qu'on a eues, très intéressantes. Parce qu'initialement, la définition du Boys Club n'était pas la même pour tout le monde. On a trouvé une définition commune, mais après ça, c'est comment tu te sens confortable là-dedans, comment tu le navigues, right? Il y avait beaucoup de connotations péjoratives, puis c'est normal, je veux dire, c'est un club fermé, pas nécessairement accessible à certaines femmes, mais ce qui m'a surpris, c'est lire tous ces articles-là, puis en parler avec vous autres, c'est on ferait jamais partie du Boys Club, on n'est pas des boys.
Tu peux... C'est ça, le punchline. Le punchline, c'est ça. Décourageant. Passons à d'autres choses. Non, mais dans le sens que... No penis, no entry. Ouais, exactement. Si bien dit! Si bien dit. J'osais pas aller jusque-là, mais c'est exactement ça, dans le sens que, à un moment donné, it is a reality. C'est une réalité avec laquelle il faut qu'on gère. Maintenant, ça veut pas dire que parce que tu fais pas partie du Boys Club que tu ne fais pas partie du groupe. Et c'est ça la nuance, tu sais. Puis il faut casser ces genres de stéréotypes-là que c'est correct d'être exclu pour une raison ou pour une autre. Étant une femme, étant discriminée pour une raison quelconque. C'est des institutions qui sont vieilles, qui ne se tasseront pas aussi facilement que ça. Puis, ce que j'ai aimé un peu dans une des solutions qu'amenait un des auteurs des articles, des livres qu'on a lus, c'est pourquoi ne crée-t-on pas notre propre Boys Club? Il y a des tu sais, on veut pas aller dans le sens que il y a certains boys clubs c'est péjoratif, donc on veut pas recréer une situation péjorative, mais pourquoi pas se recréer? Les gars, je prends un exemple, là, ça peut être n'importe quoi, les gars ils vont jouer au hockey ensemble. Est-ce qu'on peut aller jouer au hockey ensemble ou toute autre activité qui nous intéresse plus? Pourquoi on peut jouer au golf ensemble? Pourquoi ne pas se créer des genres de patterns comme ça? C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, comme on avait vu dans l'épisode, mais faut qu'on se force un peu, puis recréer des genres de systèmes dans lesquels nous, on peut se sentir non exclus. Donc ça, c'était les Boys Club. Kat, toi? Ouais, mon premier sujet, moi, c'était l'utilisation de l'humour par les femmes leaders. Il y a des femmes qui sont naturellement pas drôles, des femmes qui sont capables d'utiliser l'humour comme un outil, puis il y a des femmes juste vraiment très drôles qui doivent apprendre à se gérer. Parce que la clé de l'utilisation de l'humour en entreprise, c'est contexte, contexte, contexte. Ça dépend avec qui tu es, ça dépend du moment, ça dépend de l'enjeu qui est traité, ça dépend de tellement de choses. Donc, il faut faire attention au type d'humour qui est utilisé parce qu'il y a des types d'humour traditionnellement plus masculins qui sont mal vus chez les femmes. Le sarcasme en est un. Disons la joke, la blague qui tend à rabaisser quelqu'un en est un autre. Donc, comme femme, il faut se tenir loin de ça. Faut se tenir plus proche de l'autodérision ou des petites blagues un peu inoffensives là, qui visent à inclure tout le monde. Et il faut faire aussi très attention à notre intention. Donc, est-ce que notre intention, c'est de faire rire, pour s'attirer des regards, s'attirer de l'attention, ou juste faire rire, c'est tellement... vous le savez, vous êtes toutes drôles, là, fait que c'est tellement gratifiant de provoquer le rire chez quelqu'un. Ça, au bureau... C'est comme une drogue, exactement. Donc ça, dans le milieu professionnel, faut éviter ça. Il faut que l'utilisation de l'humour soit faite dans une intention généreuse pour les autres. Donc, dédramatiser une situation, créer un sentiment d'inclusion. Ce qui fait que la femme naturellement drôle doit... C'est plus que naviguer, là, je dirais... Faut que tu joues de ton violon comme Angèle Dubeau, là. Tu sais, faut que jamais qu'il y ait une fausse note. J'aime beaucoup cette analogie. Donc, parce que quand il y a une petite fausse note, oh mon Dieu que ça résonne. Alors, gare à vous, mesdames. Ceci dit, la question de l'authenticité par rapport à l'humour ressort extrêmement rapidement. Donc, oui, mais moi, si je suis drôle puis que je veux être une leader authentique, je peux utiliser l'humour. Ouais, mais attention, l'authenticité, comme on a appris dans notre EMBA, c'est être soi dans le respect des normes du groupe. Donc, soyez toujours extrêmement vigilante. Ça veut pas dire n'importe quoi et que vous passe par la tête. C'est ça. Puis même si dans votre vie de tous les jours, vous dites n'importe quoi qui vous passe par la tête, c'est d'essayer de se conformer aux normes du groupe tout en restant soi, mais c'est beaucoup de gestion de soi. Tu sais, je pense qu'il y a une des choses qu'on a appris au MBA, là, c'est de se connaître, d'être conscient de nous et de bien se gérer. Rappelez-vous qu'on ne vous embauche pas parce que vous êtes vous dans toute votre splendeur. On vous embauche pour vos compétences, on vous embauche certainement pour vos aptitudes, pour votre attitude et aussi pour certains traits de votre personnalité. Mais à part
à part certaines vedettes populaires, là, la plupart des gens sont pas embauchés pour leur sens de l'humour. Hein? Donc, voilà, c'est... Mais ça me fait penser, ce que tu viens de dire, Catherine, à je vais dire une expression, mais plus une citation qui m'a marquée puis qui reflète bien ce que tu viens de dire, qui va comme suit. Ne dites pas tout ce que vous pensez, mais pensez tout ce que vous dites. Fait que je trouve que ça devoir de réserve. Voilà. Alors, de mon côté, je pense à un coup de cœur d'un de mes 2 sujets. J'avais la parité et les attentes envers les femmes. C'était vraiment d'avoir notre invitée, Joanie Coutuberos, qui était avec nous pour parler de parité. Je pense que ça a été vraiment... on a été très impressionnés par Joanie, en fait, qui est probablement plus jeune que nous, puis qu'on a appris, ça fait un peu écho à notre épisode du mentorat aussi, qu'on peut apprendre des gens qui sont plus jeunes en âge. Puis j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, qu'on a conclu que oui, la parité c'est important, mais c'est pas une panacée, c'est pas la solution à tous les enjeux dans les organisations, mais que c'est quelque chose sur lequel on doit absolument se concentrer, qu'il y a différentes options ou différentes pistes de solutions, comme par exemple les quotas à l'embauche, etc. Mais que on doit penser la parité plus largement dans la culture de l'entreprise, puis qu'il n'y a pas de solution unique. Puis que effectivement que l'absence de parité au sein des organisations, c'est pas étranger au fait que au niveau directionnel, au niveau du leadership dans les organisations, il y a moins de femmes aussi. Donc, plus on met l'accent sur donner des opportunités aux femmes, plus on va voir des femmes gravir les échelons, puis ultimement, on l'espère, atteindre la parité. Donc, je pense que c'était vraiment une belle épisode. Puis l'autre sujet, les attentes envers les femmes, on a beaucoup parlé des paradoxes que les femmes vivaient aussi. On a souligné les 4 paradoxes. On s'attend des femmes qu'elles soient exigeantes mais attentionnées, autoritaires mais collaboratrices, ambitieuses mais au soutien des autres, puis qu'elles gardent une certaine distance mais qu'elles soient abordables. Donc, qu'elles soient tout. Qu'elle soit tout. Mais comment c'est retrouvé? Qui sais-je? Puis on avait aussi regardé là, le sondage YPO. Puis, une chose une des conclusions du sondage qui m'avait particulièrement marqué, c'était entre autres que ça prenait 2 ans de plus pour les femmes pour atteindre les postes de CEO. Puis je dirais une deuxième, c'était que les hommes, très tôt dans leur carrière, exprimaient leur désir d'être CEO, savaient qu'ils voulaient atteindre les plus hauts niveaux des organisations versus les femmes, pas tant. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même assez révélateur comme conclusion de ce sondage-là. Ben moi, l'autre sujet que j'ai abordé, c'était les femmes sans enfants au travail. Quels étaient les biais, tu sais, juste pour rappeler à tout le monde, on est 4 femmes sans enfants au travail. On a 4 femmes sans enfants dans la vie. Dans la vie, mais l'impact que ça a au travail. Quand je rentre chez nous, j'ai des enfants. Surprise! J'en ai 6. Ils sont très bien élevés parce que je suis pas là. Puis on a beaucoup parlé, en fait, du concept. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup dans notre conversation, c'est beaucoup les biais s'associer sur t'as pas d'enfant, fait que t'as plein de temps en fait. Et donc où est-ce que tu utilises ton temps? Au travail, tu sais, c'était comme on a beaucoup élaboré sur le fait que on a du temps slack, puis si les femmes par exemple ou les hommes ou les gens au travail sont pas disponibles parce qu'ils ont des contraintes familiales, puis on est toutes d'accord que avoir des enfants là, c'est une charge mentale quand même assez importante là, pour les gens au travail. Mais que c'était comme d'office ou d'emblée, nous on peut récupérer un peu le slack, tu sais, pas nous spécifiquement les 4 ici, là. Mais en général dans la perception qu'on avait, c'était beaucoup associé au fait que t'es disponible pour le slack, puis on a du temps. Donc et ça c'était un peu le call to action, c'était vraiment de se dire il faut que les organisations soient inclusif de tous les types d'expériences. C'est pas juste la conservée travail-famille. Les organisations, en fait,
effectivement beaucoup de travail pour inclure les femmes qui ont des enfants, que c'est pas facile. Mais ça veut pas... faut pas que ça soit au détriment des autres qui ont aussi parfois à s'occuper de membres de leur famille, juste des projets personnels, etc. Donc, de rester conscient que il y a des gens qui ont une charge mentale et aussi de pas prendre pour acquis, tout est disponible finalement pour récupérer le reste du slack. Donc, ça a été beaucoup, je pense, un des faits marquants qu'on a passé beaucoup de temps à discuter de ça dans notre sujet. J'ai trouvé ça intéressant, le Femmes sans enfants, parce que justement, on verra jamais l'autre côté de la médaille. Ouais. Puis, faut se le dire. Ouais. Oui, je prends plus de temps. Personnel. Ça nous a probablement aidé. Exactement. J'ai aimé ça que, faut être honnête, c'est vrai. Probablement, on avait plus de temps. On n'a pas pris un an off pour les avoir, ces enfants-là. On n'a pas... donc, se poser la question, est-ce que ça aurait fait une différence? On le saura jamais. On le saura jamais. Mais il faut être honnête, ça a probablement aidé un peu. Mais tu sais, who knows? Who knows? En fait, c'est difficile de quantifier. Hein? Ouais, ça m'amène à ma prochaine question. Oh non, on n'a pas fini de faire. Tu veux continuer? Oui, je veux continuer. Je m'excuse. Donc, on veut continuer. C'est mon deuxième sujet, c'était syndrome de l'imposteur. Donc, moi, ce qui m'a... j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a chacune une approche du syndrome de l'imposteur complètement différent, basée sur, entre autres, je crois, très basé sur nos personnalités en tant que telles. Hein? On a vu Kat, pas de syndrome de l'imposteur, MH, culpabilité associée à syndrome de l'imposteur. Anxiété. Exactement. Kat, c'est moi, pas dans le milieu. Ouais, si on est dans le milieu dans le sens qu'une nouvelle expérience, syndrome de l'imposteur, ça va passer, on va passer à d'autres choses, on rationalise de tout, on va passer à d'autres choses. Donc, c'était vraiment intéressant. En faisant la recherche, le fait que dans plusieurs recherches, ils reviennent souvent avec le 70% de gens qui vivent le syndrome de l'imposteur. Puis quand je dis les ans, c'est quand je dis les ans, c'est femmes et hommes. Donc, c'est juste qu'on l'exprime ou on le verbalise différemment. On a parlé à cet épisode-là que ça serait intéressant de faire un autre épisode sur le syndrome de l'imposteur, mais avoir nos collègues hommes avec nous pour qu'ils nous parlent de comment eux, ils vivent ça. Hein? Tu sais, on a beaucoup de pression en tant que femme d'être tout et rien. Eux autres aussi ont de la pression d'être doux et masculin, tu sais... Le paradoxe. Merci, parce que j'en trouvais pas d'autres, ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant faire ce sujet-là. Aussi le fait que, puis j'avais pas pensé à ça avant, c'est le syndrome de l'imposteur / manque d'appartenance dans un nouveau groupe. Quand tu rentres dans un nouveau groupe, quand tu montes les échelons, quand tu rentres dans un groupe de personnes qui ne sont pas comme toi, en tant que femme ou en tant que minorité visible ou en tant que personnes qui sont pas comme toi, des fois, on a de la misère à dissocier les deux. Hein? Donc, sujet intéressant, d'après moi. Ouais, moi, mes derniers sujets, c'était le pouvoir. Donc, c'est difficile pour certaines personnes d'admettre qu'elles en ont. C'est même difficile d'admettre qu'elles en ont ou qu'elles aiment ça. Et donc, il y a ce malaise-là chez certaines femmes qui, je crois, est moins présent chez les hommes. Et ça aussi, saison 2, ça serait intéressant de faire une table ronde par rapport à ça. Parce que le pouvoir est d'abord, c'est un nom masculin. Ah non? Non, c'est un nom. Mais ça peut être ça aussi. Peut-être aussi, surtout en politique. Oui. Donc, c'est un nom masculin et je pense pas que c'est innocent dans la langue française. Et c'est des sphères qui ont toujours été investies par les hommes. Nous, ça nous a pris du temps, à le revendiquer, à l'obtenir, à s'y attacher. Et je pense que c'est très, très important que les nouvelles générations de femmes s'y attachent très, très fort parce qu'il peut nous être retiré facilement. Et l'autre thème, c'était le mentorat. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et triste à la fois que Amy nous dise qu'elle n'en avait pas, était un peu moins impliquée dans la conversation.
Mais je pense que ça va être une belle piste de réflexion pour la suite. Et je suis un petit peu jalouse de Marie-Hélène qui a un mentor depuis 17 ans. C'est une si belle relation qui t'est complètement profitable et qui est probablement profitable à Eric aussi. On le salue d'ailleurs. On le salue complètement. Je vais lui envoyer le lien. Ouais. Ça me faisait faire un parallèle avec l'immobilier, tu sais. Plus tu commences à investir jeune, plus ça t'est profitable parce que la personne te suit. La personne te suit, te connaît, évolue avec toi. Donc, tous les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à Et les moins jeunes. Et les moins jeunes, mais n'hésitez pas à commencer dès aujourd'hui. Oui, son REER. Ouais, exactement. Peu importe l'âge. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Non. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui parle, qui n'est pas nécessairement un ami, mais quelqu'un qu'on fait confiance à la crédibilité, Qu'on estime. à l'intelligence, qu'on estime. Voilà. Oui, bien, merci pour ce beau partage. Alors, j'aimerais ça maintenant vous entendre sur qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qui vous a surpris d'un autre sujet que celui-ci que vous avez abordé. Oui, Marie-Hélène, je te sens très excitée. Oui. Du pouvoir, en fait. Ouais. Je vais parler de ça parce que c'est pour ceux et celles qui ont écouté l'émission, moi, je suis comme pas à l'aise avec le terme pouvoir. Puis la façon qu'on l'a défini dans le podcast, c'était beaucoup le balado, pardon. C'était beaucoup associé au leadership, tu sais, c'était comme ça m'a beaucoup challengée, j'ai réfléchi beaucoup après. Et je voudrais faire un parallèle avec l'épisode sur l'âge, et en fait, moi je me rends compte que mon pouvoir dans une organisation vient de ma seniorité et de mon expérience, en fait, c'est que c'est exercé, tu sais, je le sens dans mon organisation particulièrement présentement que parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai une seniorité, d'emblée, ça me donne un pouvoir et je pense que je dois être extrêmement prudente pour pas que ça devienne un pouvoir autoritaire, mais vraiment un pouvoir d'influence, un pouvoir, tu sais, un pouvoir pour driver du changement et pas juste être dans le pouvoir autoritaire. Tu sais, il y a plusieurs formes de pouvoir. Et donc, de l'assumer, puis que ça vient avec mon expérience, puis avec mon âge. J'étais beaucoup dans la réaction, mais dans le fond, j'y ai réfléchi quand même après beaucoup. Je te challenge encore plus. Vas-y, mais ça me confronte parce que je suis inconfortable avec le fait d'être le mot pouvoir, mais j'ai quand même réfléchi par la suite. Et le fait d'avoir de la seniorité puis de l'expérience, c'est une forme de pouvoir, en fait. C'est une forme de pouvoir d'influence puis de... Et moi, c'est mon gros aha moment là, dans notre série. C'est de me repositionner par rapport à ça, en fait. Puis l'importance que ça a, puis le fait que c'est un privilège aussi, puis que je peux l'utiliser pour plein de choses positives, finalement. For good and pour du bon et du mal. Mais juste pour le good. Alors, okay. Mais je te challenge là-dedans dans le sens que tu dis que ça vient avec l'âge et la seniorité. Mais est-ce que ça vient pas seulement ou beaucoup plus avec ta confiance en tes capacités? Tu sais, admettons que tu es bonne dans ce que tu fais, que tu as 10 ans, 5 ans, 20 ans d'expérience, tu vas exercer un pouvoir formel et informel, puis je te dis ça parce que je te connais, puis tu es très bonne dans ce que tu fais. So, tu sais, je me dis, accepte le compliment. Ouais, Non, mais dans le sens que c'est ça qui te donne du pouvoir, tu sais, pas nécessairement ton titre. So, dès que tu gères avec le fait que tu as des capacités, tu as des compétences, tu peux intervenir dans une discussion, tu peux amener quelque chose à la table, ça te donne du pouvoir, ça te donne du pouvoir en tant qu'avec d'autres gens. C'est pas négatif, le pouvoir. C'est sans doute vrai. Et je rajouterais que pour moi, comment je l'extériorise ou je le prends, c'est aussi que le fait que j'ai pris de l'expérience des rôles différents puis des rôles de seniorité, ça me donne l'autorisation. À toi-même. Ça te valide là-dedans. Fait que peut-être que j'aurais pu en prendre ou d'en vouloir parce que tu sais, quand je commençais dans ma carrière, mais comme peut-être moi j'ai un syndrome de l'imposteur que Catherine n'a pas, mais moi ça m'a pris ce cheminement-là pour dire ben, j'en ai, il faut que je l'assume puis il faut que je l'exerce d'une façon positive dans l'organisation. Puis ça m'a pris ce cheminement-là, cette seniorité-là, cette expérience. Ce podcast. Ce balado.
Le balado, mon Dieu, on va y arriver. Saison 6, ça va être un balado. Fait que je voulais en parler en premier parce que ça me chicotait. Ben oui. C'est ma deuxième information du jour. Je parle de ça. Merci. Catherine, toi? Moi, j'ai beaucoup aimé la discussion sur les Boys Club. Et en discutant, une des révélations, c'est être one of the boys et faire partie du Boys Club, ce n'est pas la même chose. Exact. Donc, on peut se faire dire « you're one of the boys », ça veut dire que les gars au bureau sont confortables autour de nous, sont confortables d'aller souper avec nous s'il y a des congrès ou peu importe. Tu sais, on n'est pas intimidante ou dérangeante dans la conversation, mais le Boys Club, c'est quelque chose de pas mal plus organisé. Les gens se pistonnent entre eux, ont des intérêts communs. Il y a de quoi de... Ça fait penser au très très mauvais film américain The Skulls, là, les sociétés secrètes américaines, qui est très excluant pour les femmes et parfois même pour les gens de la diversité. Donc ça me fait prendre conscience d'abord, est-ce qu'il y en a dans mon entreprise? Est-ce qu'il y en a dans mon entourage? Si je ne peux pas le percer, est-ce que j'ai un moyen de l'utiliser comme levier? Je continue à y réfléchir, j'ai pas encore trouvé, mais c'est clair qu'en milieu masculin, il y en a des boys clubs, là. Alors, les gars auraient beau se dire, non, on est super éveillés, on est woke, on est très inclusif. Mais tu peux pas, puis c'est défaitiste, là, tu peux pas, puis c'est défaitiste ce que je veux dire, sauf que on pourra pas tout casser. T'sais? Non. Puis, non. Mais c'est juste de créer les mêmes opportunités pour quelqu'un qui est pas à game de hockey. Exact. Mais au-delà de la game de hockey, parce que les boys clubs, c'est pas juste dans la même entreprise, là. Ça peut être des cercles d'influence politique, économique. Donc, quand je suis consciente qu'il y a un obstacle, je peux proactivement chercher des moyens de le contourner. Si j'ignore l'obstacle, que je me frappe, que je comprends pas pourquoi j'avance pas, ça, c'est pas tellement aidant. Donc, de prendre conscience de ça, de l'analyser, d'analyser son environnement économique, politique, social, puis de faire, OK, comment ça fonctionne ici? Qui a des liens avec qui? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Puis une fois que tu vois un peu mieux la game, ben c'est plus facile de te situer, puis soit de la jouer comme tu peux, ou de la contourner, et souvent ça va être ça, là, parce que le Boys Club, c'est hermétique. Donc c'était mon haha, mon. Je pense que c'est pas possible de le détruire, cet obstacle-là. Non, je pense pas. En tout cas, pas de mon vivant. On évalue que ça va prendre à peu près 225 ans pour atteindre l'équité salariale. Fait que je pense que ça va prendre à peu près 225 ans aussi pour détruire les Boys Club si l'humain est encore sur la planète dans 225 ans. Oui, mais beau message d'espoir. Beau message d'espoir. Beau message d'espoir. Si l'environnement nous tue pas, ça va peut-être réussir. Ben avant de passer à toi, Candice, ben moi, en fait, j'ai réfléchi en vous écoutant, puis à ma grande surprise, je pense que le mentorat était le sujet qui m'a marqué par manque, parce que avec une note un peu nostalgique dans le sens où je vous ai entendu, je vois les belles expériences que vous en avez retirées, le potentiel, puis je trouve ça vraiment dommage qu'au sein de mon organisation, on n'ait pas encore pris conscience du potentiel du mentorat, puis de ce qu'on perd à pas avoir soit un programme formel ou informel. Je pense que même informellement, le soutenir et le valoriser, d'en parler, ça pourrait créer ce genre de relation-là. Puis je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas ça. Fait que ça me réénergise dans mon désir de peut-être vraiment essayer d'influencer l'organisation à aller envers ça. Je pense que
c'est sûr que c'est un petit milieu, peut-être qu'il y aurait avantage à faire aérer l'eau, là, à mettre des bulles dans l'eau, d'aller à l'extérieur, faire du maillage à l'extérieur aussi de l'organisation. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai pas participé à la conversation beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé quand même vous entendre là-dessus puis avoir la valeur ajoutée de ce que j'ai manqué probablement depuis plusieurs années. Donc, ça serait mon moment fort et... Doux amer. Doux amer, voilà. Doux amer. Oui. Candice, vas-y. Ben, je veux dire, j'y ai pensé, puis j'ai l'impression... Ouais, j'ai pensé. Qu'il n'y a rien qui t'a marqué dans le sujet. J'ai rien appris. Non. Je pense que, contraire, tous les épisodes m'ont fait penser à quelque chose. En les préparant, puis après ça, en vous parlant. Je dirais que si je peux, je veux dire, juste ressortir une affaire, c'est dans notre épisode de l'humour au féminin, ou l'humour, la femme comique. Ça m'a juste rappelé de faire attention. J'utilise beaucoup de mots au travail. Je suis capable de l'utiliser, je crois, parce que j'ai une certaine crédibilité. J'espère. Acquise au fil des ans. Exactement. J'utilise ça pour désamorcer certaines situations. C'est ma personnalité aussi, là. Je peux pas me brimer. Mais ça m'a juste rappelé c'est vrai, fais attention, Candice, tu évolues de différents postes, puis l'humour peut être utilisé de différentes façons. Ouais, moi aussi, ça a été un sujet, ben oui, beaucoup de choses. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. L'humour, comme Catherine l'a si bien dit, on est tous très drôles. Tout est relatif. On se trouve mutuellement très drôle. Très drôle, des vrais clowns, Mais il y a un pouvoir, mais à chaque pouvoir, il y a le penchant noir. Comme Spider-Man l'a si bien dit. Avec great power comes great responsibility. C'est ça, exact. Mais ouais, je suis d'accord avec ton moment fort ou ton point retenu, Candice, merci. En fait, d'ailleurs, en parlant de moments forts ou de moments de déception ou de défis, j'aimerais ça vous entendre. Est-ce que vous avez des défis, des moments forts particuliers qui vous viennent en tête que vous voudriez partager? Oui, Catherine, je vais me lancer. Plonge. Je plonge. Moi, j'ai adoré notre conversation sur les attentes envers les femmes. Oui. Particulièrement bien menée. Particulièrement bien menée de main de maître par lieutenant-colonel Tremblay. Voilà. Et c'est une conversation qui fut plus longue que les autres. On avait tellement de choses à dire. On aurait pu faire probablement 3 heures là-dessus. Ça nous a amené à vraiment à faire beaucoup d'introspection puis beaucoup de retours sur nos expériences vécues. Ouais. Je ne reparlerai pas de paillettes, mais quand même. Moi, ma vie a flashé devant mes yeux. En paillettes. C'est en paillettes. C'est plus paillettes. Une paillette infinie. Et avec la maturité dont on a parlé, moi, j'ai pris conscience de moments où j'étais peut-être un petit peu off parce que mon besoin d'authenticité et d'expression de qui j'étais était tellement fort. Et que ça m'a aidé, mais surtout, pas souvent nuit, mais quelques fois assez nuit pour que ça laisse des traces. Donc, beaucoup en anglais, du cautionary tale, beaucoup de celui-là. Si vous ne l'avez pas écouté, mesdames, garochez-vous. Et messieurs. Et messieurs, mais celui-là, plus particulièrement pour mesdames. Puis... voilà, fait que c'est plein de petits moments comme ça sur lesquels on réfléchit, on pose un regard très attendri aujourd'hui. Oui. À quoi je pensais? À quoi je pensais, mais en même temps, je sais très très bien à quoi je pensais. C'était pas la bonne chose. Exactement, ça revient à la personnalité intrinsèque. Moi, je me trouve plutôt, c'est ça, j'ai un regard très attendri sur la personne, la professionnelle que j'étais. Et je me dis, oh mon Dieu, pauvre petite fille. Ah mon Dieu. Puis là, aujourd'hui, j'ai ce même regard attendri sur des gens en qui je retrouve ces traits de personnalité et j'essaie de loin de donner quelques conseils, sollicités ou non.
Mais juste pour essayer que ce soit un chemin avec moins de haies à surmonter. Ouais. C'est beau ça. À sauter, ouais. Ouais. Candice, toi... Moi, j'ai... on a voulu faire une émission, ou une balado de sujet diversité. Donc, j'ai été en charge de ce sujet. Pour chers auditeurs et auditrices qui ne le savent pas, je suis d'origine mixte. Donc, j'ai pris ce sujet-là, puis je me suis dit, OK, allons-y. C'est un sujet très à propos dans le monde dans lequel on vit. Et ça va être dans la saison 2, si on sera là, mais c'est un sujet qui m'a vraiment ouvert les yeux sur comment on interprète la diversité nous-mêmes quand on est d'origine minorité visible, et comment chacun vit sa diversité. Donc, je pouvais inviter des gens à notre balado, mais il fallait qu'on prenne le temps de se parler avant. C'est quoi le contexte dans lequel tu es confortable de parler de tes différences? C'est dans quel contexte est-ce que tu travailles? Puis, est-ce que toi, tu vois ça comme un positif, un négatif? C'est très personnel la façon qu'on gère nos différences. Donc, pour moi, ça m'a forcé à penser à... J'ai-tu été dans des situations de racisme flagrant, de situations inconfortables? Écoutez, on va avoir une très belle émission là-dessus. Mais c'était quoi l'inconfort? C'était que les gens voulaient pas s'ouvrir là-dessus ou c'est juste qu'ils partaient dans différentes directions? C'est qu'on voulait avoir un invité. Ben, c'est ça, exactement. J'ai parlé à plus qu'une personne d'origine différente. Puis, on vit toutes certaines situations complètement différentes. Donc, moi, je peux approcher un sujet puis poser une question. Il y a des personnes qui vont prendre ça comme pose-la pas comme ça. C'est très particulier. J'ai été surprise parce que moi, je suis très ouverte avec ma différence, puis je vois ça comme un plus dans tous les aspects de ma vie. Je suis anglaise, française, de père immigré, de mère du Lac-Saint-Jean, québécoise de souche. Donc, je vois que tous ces aspects-là, que du positif. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, moi, j'avais des questions, puis en parlant à d'autres, c'est vraiment, c'est une discussion, hein, de comment être confortable avec comment on est. Puis, très intéressant, puis on va l'approcher, ce sujet. Ben oui, c'est dommage qu'on ait manqué ça, puis je pense que c'est pour toutes, ça nous a aussi... pas marqué, mais fait prendre conscience que c'est vraiment personnel. L'expérience, c'est extrêmement personnel. C'est extrêmement personnel. Puis faut s'en parler avant pour ne pas choquer ou pour pas créer un sujet de controverse, mais de créer un sujet de discussion. T'sais? Puis l'approche de comment on approche des sujets comme ça, qui sont très chauds, disons-le, c'est d'actualité, pour comprendre et pas critiquer, comprendre ce que les gens vivent. Moi aussi, ça m'a marqué, ça, c'est ce que tu partages là. D'autant plus que que c'est venu de quelqu'un qui fait partie de la diversité. Je veux dire, on aurait cru que les gens, auraient été plus à l'aise ou, de venir à la table. Ou peut-être que c'est nous trois qui sommes... qui rendons les gens mal à l'aise aussi là-dessus. Il faudrait repenser peut-être au format, peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus aussi. Non, mais je pense que la discussion, c'est bien, sauf qu'il faut la préparer pour pas que pour l'approcher comme du monde, puis pour justement amener ça à un autre niveau pour tout le monde. Mais moi, dans ma grande ignorance, quand j'ai suggéré qu'on parle de diversité dans les choix de sujets de balado, jamais j'aurais soupçonné que ça aurait été si complexe, que ça a soulevé des questions si personnelles. Je suis plus comme, on veut parler de diversité, on invite du monde,
Puis on parle de diversité, comme on a invité Joanie Coutubel-Rose pour parler de parité. Ouais. C'était pas compliqué. Il y a tellement d'approches que tu peux faire. Ouais, c'est pas aussi simple. Mais non, c'est ça, c'est pas aussi simple. C'est les minorités visibles, c'est la sexualité aussi, les handicapés. Les handicapés. Il y a tellement Mais ça touche à l'identité, c'est ça, c'est vraiment le Puis core, je pense que c'est ça. tu peux être d'origine autre que canadien de souche, mais ne pas le paraître. Donc, tu as toute une autre approche à comment tu te sens dans une société canadienne-québécoise. C'est très, très intéressant. C'était pas difficile comme sujet, c'est qu'il y avait tellement de différentes approches qu'il fallait choisir les bons invités pour justement toucher au bon sujet. Oui, que ce soit cohérent. Ouais, on pourrait faire toute une saison sur la diversité. Ben oui, ben 9 oui. épisodes là-dessus, ça serait super intéressant. Parce que la relation, tu sais, évidemment, malgré que j'ai bien de l'empathie, tu sais, notre relation, notre image, tu sais, pour nous, c'est pas la même chose que quelqu'un, comme on dit, à la diversité qui se voit, que leur sentiment d'identité. Tu sais, moi, mon mari est d'origine mixte aussi, il est né en France, mais d'origine mixte, et ça se voit. Puis, c'est pas vécu de la même façon, même à travers ses frères et sœurs. Tu sais, je sais pas si toi, chez vous, Candice, avec ton frère, c'est vécu de la même façon. Manu est plutôt comme toi, c'est comme nos problèmes. Mais ses sœurs, c'est pas vécu de la même façon. Fait que, tu sais, c'est ce qui complexifie, en fait, la situation, c'est que, comme c'est relié, comme tu dis, à ton identité, c'est pas évident à adresser. C'est pour ça que quand ça rentre dans une organisation ou dans une entreprise, tu sais, moi, je le sens comme professionnel des ressources humaines, c'est que tu peux pas adresser ça de façon par bloc. Tu peux pas avoir une c'est pas approche cookie-cutter, diversité et inclusion. Ouais. Parce que Candice versus... tu sais, Catherine versus un autre individu, une relation très simple. Fait que c'est vraiment un casse-tête dans les organisations. Comment tu fais pour avoir un environnement où les gens peuvent être soi-même si chacun a une relation différente? Ouais. C'est vraiment un problème ou une question qui est vraiment difficile à... Très crunchy, très crunchy. Mais écoutez, moi, je pense que notre balado le fait, c'est vraiment de parler de sujets. C'est pas comme si on avait une solution à ou whatever. Sauf que ça pouvait s'approcher de plusieurs façons. Je suis contente qu'on ait attendu à la saison numéro 2, puis peut-être le dissocier de plusieurs différentes façons, puis on a des bons invités là-dessus. À venir! À venir! Moi, puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de participer ou contribuer... Écrivez-nous! Ouais. balado4x4@gmail.com. Des sujets de conversation aussi. Là. Avec des anecdotes. Exact. Toi, ton moment fort ou une déception ou Marie-Hélène? J'ai pas de déception, mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, tu sais, ça m'a beaucoup parlé parce que, un, moi je le vis, puis deux, de me dire 70, tu sais, la statistique de 70%, je me suis dit, my God! Tu n'es pas seule. Ouais! Et donc, ça veut dire que moi, il faut que je prenne conscience que c'est ma responsabilité aussi, ou ça fait partie de ce que je peux faire, contribuer dans l'organisation. Tu sais, on a parlé de pistes de solutions. De le prendre conscience, puis d'en parler, puis de dire, ben OK, comment je fais pour, moi comme gestionnaire avec les gens qui sont en face de moi, pour faciliter, ou juste d'être conscient, juste de dire, on va le nommer, tu sais, c'est juste au moins de le dire, ça fait déjà, ça dédramatise un peu peut-être l'émotivité ou la sensibilité de certains sujets dans les organisations. Et je te dirais que c'est ça. J'ai pas de moment de déception, mais je pense qu'on voulait tous aborder le sujet là, que Candice... moi, j'étais curieux d'entendre les gens sur le sujet. Surtout moi, dans mon domaine d'expertise, ressources humaines, c'est vraiment un sujet tellement important. Dans les comités de direction, les gestionnaires, les employés sont très, très vocaux là-dessus. Et là, comme il y a une multitude de définition du sujet, ben c'est vraiment un enjeu organisationnel. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse aborder le sujet parce que c'est très tangible et pratico-pratique. On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Ben moi, en fait, c'est un des moments forts ou d'une constatation que je fais de notre saison, c'est qu'on n'est pas toutes pareilles. Hein, parce que, Par exemple, ben, parce qu'on aurait pu croire que, tu sais, on est toutes pareilles, femmes, sans enfants, dans le milieu professionnel, bon, on va toutes parler de la même affaire, mais, tu sais, de voir que Catherine, pas de syndrome de l'imposteur, zéro, de voir Marie-Hélène, tellement, ben, dans le tapis, mais tellement mal à l'aise avec la question du pouvoir,
Il a fallu, moi, il a fallu qu'on utilise ce pouvoir pour influencer elle, pour qu'elle comprenne qu'elle a du pouvoir. Comment? Exact. Ça a été des aspects que j'ai trouvé vraiment intéressants d'apprendre. La tristesse de savoir qu'elle n'avait pas de mentor. Qu'elle n'avait pas de mentor. Puis, donc... Les paillettes à Catherine. Les paillettes à Catherine aussi. Je suis encore traumatisée par rapport à ça, mais je m'en revenais. Oui. Je pense que c'est une belle constatation qu'on peut faire. C'est que malgré le fait qu'on s'est retrouvés, qu'on a vécu, peut-être, donc on gravite dans des organisations pas similaires, mais dans des environnements qui se ressemblent en bout de ligne, on a quand même beaucoup de différences et de choses à apprendre l'une de l'autre. Fait que je pense que c'était ça mon moment fort. Alors, avant de conclure, je pense qu'on a parlé des sujets qu'on aurait voulu aborder. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous auriez aimé qu'on aborde, puis peut-être qu'on peut mettre sur la liste, on sait pas? Je pensais quand on a abordé l'agisme, on a beaucoup parlé de change management puis de IT, de digitalisation de nos entreprises. C'est peut-être intéressant de voir comment nos groupes les hommes, les femmes gèrent avec le change management. C'est quoi le terme? Gestion de changement. Ça serait peut-être un sujet intéressant, avoir des pointers, avoir peut-être un spécialiste là-dedans ou une spécialiste là-dedans qui vient nous parler de ça. Oui. D'ailleurs, Céline Bareil de HEC a inventé le modèle de Bareil par rapport à la gestion du changement. Voilà. Et, rien de moins. Rien de moins. Donc, si on pouvait l'avoir, je serais extrêmement contente. C'est quand même toute une tête. On lance ça dans l'univers. Toute une pointure. Oui, toute une pointure, exactement. Moi, j'ai adoré notre première saison et j'espère qu'en saison 2, on pourra faire l'écho avec des points de vue masculins. Oui. Là, c'est sûr que en saison 1, c'était plus... centré sur nous. Centré sur nous, exactement. Mais aussi, faut pas trop s'éparpiller non plus. Puis, on est sur la fin d'une pandémie, donc d'avoir des invités, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais saison 2... J'aimerais ça avoir un petit peu plus de point de vue masculin, d'être plus confronté par rapport à ça, pour me brasser un peu, puis me sortir de mes a priori, puis de mes préjugés. On se base sur des études, on se base sur des articles qu'on a lus, là, mais on peut avoir de l'humain en arrière. Oui, il n'y a rien comme une bonne conversation. Exactement. Moi, je dirais, pour faire du pouce sur ce que tu as dit, Kat, c'est le mouvement MeToo. Moi, je serais vraiment curieuse d'entendre les hommes sur c'est quoi ça a changé pour toi au quotidien, au travail, tu sais. Est-ce que ça change rien? Comment tu vis ça? Est-ce que ça a changé ta relation par rapport à tes collègues féminines? Tu sais, l'impact du MeToo, là, puis de l'espèce de dénonciation. Comment est-ce qu'ils vivent ça dans les organisations? Je serais vraiment curieuse de... Ouais, c'est sûr que là, c'est plus délicat de tirer sur le chandail d'une fille pour y regarder les boules. Ça se fait plus. Ça se fait plus, mais... Je sais pas dans quel environnement c'était... Publicité! J'ai pas vécu ça, mais tu sais, les gars qui sont ils auraient été déçus. Déjà des alliés, tu sais, comment ils vivent ça? Ouais. Parce que là, ça a comme eu une vague très, très... les hommes, c'est des agresseurs, mais tu sais, comment... En tout cas, je serais curieuse d'explorer ça avec des hommes. Le concept des alliés... Ben oui, on a tellement de... On travaille avec des bons collègues de travail, des bonnes personnes. Oui. Comment est-ce qu'on peut mettre ça de l'avant? Puis l'homme derrière la grande... Tu sais, le leader, la femme, on avait voulu explorer ça. Ça aurait été intéressant. En fait, je pense que oui, on a beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. Alors, je pense que aussi quelque chose qui avait été intéressant de constater, c'est que notre chimie, notre de vie perso. C'est traduit, je pense, en tout cas on l'espère, à travers notre saison, nos balados. C'était bien le fun de voir que ça s'est reproduit puis qu'on a gardé la même dynamique
au micro. On espère que vous avez apprécié. Écrivez-nous! Et voilà, donc, ben merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour notre saison. Oui. Vos commentaires sont les bienvenus, s'ils sont respectueux, bien entendu. Écrivez-nous au balado 4à4@gmail.com, balado chiffre 4, lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Et un gros merci encore une fois pour nous avoir supportés, nous avoir propulsés à l'Association des diplômés HEC Montréal. Puis on doit pas oublier ceux qui nous ont mis belle, on est déjà pas pire, mais ils nous ont vraiment mis en lumière. Syndrome de l'imposteur. Voilà. Brouillon, puis après ça, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre par les produits Marcel Élise Wattier. Puis aussi à l'hôtel Alt Griffintown pour nous avoir accueillis pour la séance photo avec la talentueuse Noémie Cadieux. Alors les filles, on se dit à la saison prochaine. Est-ce qu'on remercie? On remercie, oui. Oui, alors merci beaucoup à Mathieu Dubus qui fut notre ingénieur de son extraordinaire. Vraiment. Et qui a aussi créé la musique de Et ce souffert. balado. Et nous a écoutés en nous trouvant toujours très pertinentes, très intéressantes et presque pas insupportables. On va retourner ça à nous. On fait la projection, mais Tout le temps. oui. Merci beaucoup Mathieu. On t'aime, Mathieu. Merci, Oui. Mathieu.